Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance d'Amérique du Sud. Ici, la Russie avait envoyé un contingent d'anciens soldats de Wagner pour protéger Maduro et maintenir le régime en place, ce qui a poussé certains à se demander ce qu'étaient devenues les forces russes au Venezuela. Cependant, à la suite de l'opération spéciale américaine, il est devenu clair que, si certains avaient combattu jusqu'au bout pour défendre Maduro, d'autres l'avaient tout simplement abandonné lors d'une opération qui s'est soldée par un échec humiliant. Le contingent russe stationné au Venezuela était plus important et plus profondément enraciné que beaucoup ne l'imaginaient, avec plus de 120 membres du personnel russe liés à la très élitiste direction principale du renseignement russe. Fait notable, ce contingent surpassait même en nombre les forces cubaines directement impliquées dans la protection de Nicolás Maduro lui-même. Alors que Cuba apportait son expertise de longue date en contre-espionnage et en survie de régime, la Russie fournissait l'ossature technologique, instructeurs de drones, équipes de renseignement d'origine électromagnétique, unités de surveillance électronique et ses propres spécialistes de la protection du régime. Un nombre significatif d'entre eux avaient une expérience de combat préalable en Ukraine, y compris des vétérans de l'ex-groupe Wagner et d'autres formations. En pratique, les agents russes constituaient la dernière ligne de défense autour de Maduro, soulignant à quel point Caracas était devenu dépendant de Moscou et à quel point l'échec fut humiliant. Le choix du commandement du contingent russe explique en grande partie la suite des événements, puisqu'il était dirigé par le général Oleg Makarvitch, un officier discrédité qui avait été discrètement exilé après des échecs sur le front en Ukraine. Autrefois associé au groupement du Dnipro, qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs lors de la phase initiale de l'invasion à grande échelle, Makarvitch a été écarté à la suite de désastres russes successifs, la perte de Kherson étant la plus marquante, puisqu'il s'agissait de la seule capitale régionale conquise par les Russes. Accusé de falsification de rapports, il a été réaffecté à Caracas, ce qui n'était pas une promotion mais bien une mise au placard. Le Venezuela n'était pas considéré comme un théâtre prioritaire et est devenu un terrain de pré-retraite pour les commandants mis sur la touche, et le message de la Russie était clair, l'influence serait maintenue à moindre coût, avec un risque politique minimal et sans engagement de leurs meilleurs éléments. Ce leadership russe s'est manifesté de façon brutale lors de l'opération américaine à Caracas. Lorsque les forces américaines ont frappé, le personnel russe n'a opposé aucune résistance. Il n'y a eu aucune défense coordonnée, aucune tentative de sécuriser les sites clés et aucun effort d'intégration avec les unités vénézuéliennes une fois les défenses aériennes tombées, le ministre américain de la Défense allant même jusqu'à plaisanter sur le fait que les systèmes de défense aérienne russes présents ne fonctionnaient pas si bien. Alors que les forces spéciales Delta américaines progressaient, le contingent russe s'est désengagé presque immédiatement, abandonnant ses positions et coupant toute communication radio. En conséquence, alors que le contingent cubain a subi de lourdes pertes en défendant Maduro jusqu'à la mort, aucune perte n'a été enregistrée côté russe, non pas par génie tactique, mais tout simplement parce que les forces de Moscou ont évité toute confrontation. Il est important de savoir que ce refus n'était ni spontané ni dû à la surprise, car des décisions politiques avaient déjà scellé le sort de Maduro. Durant la dernière semaine de décembre, la Russie avait déjà discrètement évacué les familles de ses diplomates du Venezuela. Des témoins ont signalé des convois de véhicules diplomatiques massés près de l'ambassade russe à Caracas, tandis que des sources du renseignement faisaient état d'évaluations internes très pessimistes au sein du ministère russe des Affaires étrangères. Ces évacuations ont eu lieu plus d'une semaine avant le raid américain, démontrant que Moscou anticipait une escalade et avait choisi le retrait plutôt que la résistance. Certains membres du personnel militaire russe ont également été relevés de leurs fonctions pendant cette période, mais alors que les conseillers et les familles étaient rapatriés, leur commandant n'a pas été autorisé à partir. Pendant des mois, le général Makarvitch a demandé à être réaffecté, craignant d'être arrêté ou extradé une fois la pression américaine intensifiée, mais la direction russe a refusé. Après la capture de Maduro, il a supplié en urgence d'être évacué, mais a de nouveau été ignoré. Ironiquement, le général qui symbolisait la négligence de la Russie en Ukraine a été laissé derrière au Venezuela, simple figure de pro-sacrifiable pour une mission déjà abandonnée. Au final, la Russie n'a pas perdu militairement le Venezuela, car elle n'a jamais vraiment tenté de le défendre. La trahison de Maduro était délibérée et calculée, fondée sur la surextension russe, la pression économique et la guerre en Ukraine. Moscou a donc choisi de se détacher d'un allié lointain plutôt que d'affronter les États-Unis. Des années de promesses, de ventes d'armes et de rhétorique stratégique se sont effondrées dans le silence et les ordres d'évacuation, la Russie confirmant ce que beaucoup de ses partenaires craignaient déjà. Quand le moment de vérité arrive, Moscou ne se battra pas pour eux,
mais les abandonnera, discrètement, efficacement et sans honte. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.